Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président d'association de l'AFEP et aussi de Mensa, qui va nous expliquer justement, Pierre-Henri Sénessi va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est et qu'est-ce qui se cache derrière ces acronymes. Donc Yaorana, Pierre-Henri, alors explique-nous un petit peu ce qu'il en est. Oui, bonjour Valérie. Donc l'AFEP, c'est une association pour les parents et pour les enfants qui ont un petit positionnement cognitif particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle des hauts potentiels intellectuels. Mensa, c'est une association pour les adultes. Alors je ne suis pas président de Mensa, je suis seulement responsable du groupe polynésien de Mensa France, qui est une entité plus large, et de Mensa Planète, qui est une entité encore plus large. Alors le samedi 9 mars, ça va être une date importante pour Mensa et pour AFEP, puisque va se dérouler des événements importants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée du 9 mars? Oui, volontiers. Donc Mensa est installé en Polynésie depuis guère plus d'un an. Et pour rentrer à Mensa, il faut passer un test. Donc les personnes qui sont intéressées à passer un test de quotient intellectuel, courageusement peuvent venir le samedi 9 mars, 9h30 à l'OTAC, au Whare Tauhiti Nui. Il faut s'inscrire avant sur le site internet de Mensa France. Après ça, le pique-nique mensuel de l'association AFEP, donc enfants et parents qui aiment bien se rencontrer, parce que les parents ont un petit peu tous les mêmes problèmes, à des degrés divers. Et les enfants ont un petit peu tous les mêmes difficultés. Ils sont contents de rencontrer des enfants comme eux puisqu'ils ne sont pas très nombreux. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la problématique des enfants à haut potentiel intellectuel, est-ce que tu pourrais justement développer un petit peu cette question parce que souvent il y a des clichés qui se cachent derrière ces mots. On confond au potentiel enfant surdoué. Les parents se posent des questions par rapport à certaines problématiques qu'ils détectent par rapport à leurs enfants ou au niveau de l'école, on leur fait des retours un peu particuliers. Est-ce que tu pourrais en dire plus à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, volontiers. Donc, ce qu'on appelle un enfant à haut potentiel intellectuel ou à haut quotient intellectuel, c'est un enfant sur 20 ou un enfant sur 50, selon la façon dont on veut compter. Donc, entre 2% et 5% selon les définitions. C'est pas beaucoup. Donc, dans une classe de 20 élèves, il y en a un, pas deux. Donc, c'est des enfants qui sont très isolés, qui ont un fonctionnement intellectuel un peu particulier. Ils moulinent très vite, ils ont le cerveau toujours en ébullition. Ils avancent très vite, ils apprennent très vite. Du coup, ça ne va pas tout à fait assez vite pour eux en classe et c'est générateur de problèmes. Donc pour détecter un enfant comme ça, très rapidement, les parents se demandent ce qui se passe parce qu'il veut commencer à lire avant d'être rentré à l'école élémentaire. Il pose toujours des questions, il s'intéresse à des choses qui ne sont pas de son âge. C'est autant d'indicateurs qui permettent de se demander ce qui se passe. Est-ce que, parce que là, donc, on a parlé du côté, on va dire, plutôt intellectuel, les enfants à haut potentiel se définissent aussi par par une problématique, aussi, on va dire, affective, puisque c'est des enfants qui souvent ont une sensibilité qui est supérieure, enfin qui les différencie aussi. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Parce que ça peut être aussi des indicateurs non négligeables, non? Oui, donc les enfants à haut potentiel, c'est des enfants comme les autres, donc ils peuvent avoir des écarts à la norme en tout genre, notamment effectivement sur la sensibilité, parce qu'ils remarquent beaucoup plus de choses que les autres, donc ils sont beaucoup plus sensibles à l'injustice, ils sont beaucoup plus sensibles à la moquerie peut-être, ils sont beaucoup plus sensibles à cette difficulté qu'ils peuvent avoir à s'intégrer dans des groupes qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Les enfants intellectuels précoces, ils peuvent être dyslexiques, ils peuvent être dyspraxiques, et malheureusement, comme ils sont assez débrouillards intellectuellement, quand ils sont dyslexiques, ils arrivent à compenser la dyslexie par leur activité intellectuelle intense et on ne les détecte pas.
et ils franchissent et ils dépassent l'âge où on peut soigner la dyslexie, rééduquer la dyslexie, sans avoir eu droit à cette rééducation souvent. Donc ils ont besoin d'un suivi particulier et le système éducatif commence à prendre la mesure de tout ça. Alors justement, en parlant du système éducatif, bon nombre de parents sont parfois démunis parce qu'ils ne savent pas trop à quel sein se vouer, euh, vers quelle solution se tourner. Aujourd'hui, à Tahiti, il se passe des choses, notamment au niveau de l'ASH. Est-ce que tu peux en dire quelques mots pour les parents, justement, qui se poseraient pas mal de questions? Et puis, je me permets une petite parenthèse pour dire que les enfants précoces, ça touche toutes les couches de la société, hein, tu me coupes si je me trompe, et c'est surtout que c'est pas forcément moins chez les enfants tahitiens que par rapport à des populations d'enfants qui viendraient de métropole ou d'ailleurs. Ça, c'est important aussi à le dire. Ça, je te remercie de le signaler parce que dans l'association, on a très peu de parents polynésiens, ce qui n'est pas logique. C'est de la timidité, de la modestie, une petite hésitation à se mettre en avant peut-être, alors que l'enfant, il est déjà naturellement en avance, même s'il n'ose pas se mettre en avant. Donc il y en a partout. Il y en a chez les Popas, il y en a chez les Chinois, il y en a chez les Tahitiens, il y en a chez les Demi de toutes les variétés, il y en a dans toutes les vallées, il y en a dans toutes les petites îles aussi. Et le but de cette association, qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, c'est justement que ces enfants-là puissent respirer un peu, rencontrer des enfants comme eux et se rassurer un peu sur le monde, et aussi qu'ils se remettent au boulot. Parce que quand on leur demande de ne travailler qu'à 40% de leurs possibilités, ils oublient ce que c'est que de travailler et ils perdent une grande partie de leur temps à l'école. Et comme ils s'ennuient, ils ont tendance en plus à devenir un petit peu agités, au point qu'on les classe dans les enfants qui ont des troubles on dit des troubles de l'attention, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément des troubles de l'attention, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire attention pour savoir ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de travailler à la maison pour faire les devoirs, pour apprendre. Et ils accumulent une incapacité à étudier qui fait des ravages à partir de la classe de 4e, parce que là, ça devient un petit peu plus difficile. Donc la deuxième partie de ma question, c'était justement pour les parents qui seraient face à ces questionnements-là, quelles sont les démarches qu'ils peuvent entreprendre, puisqu'il y a faire passer les tests, il y a des enfants qui ont déjà eu les tests, il y a l'ASH. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer un petit peu aux parents, en dehors du fait qu'ils pourront forcément venir le 9 mars pour rencontrer des parents, rencontrer tous les bénévoles de l'association, quelles sont les démarches qu'ils peuvent entreprendre pour en savoir plus? Alors la première chose, si on a un doute, c'est d'être sûr que son enfant rentre dans le cadre. Donc pour ça, les psychologues scolaires ont la capacité professionnelle de faire passer des tests et de mesurer le quotient intellectuel d'un enfant. En moyenne, un quotient intellectuel de base, c'est 100 points. Après, il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. C'est comme pour la taille et comme pour le poids. Donc c'est à partir d'un seuil de 125 ou plutôt de 130 qu'on considère qu'on est dans les 2% de haut potentiel. Et il n'y a qu'un psychologue qui peut faire passer ce test. Donc j'ai parlé des psychologues scolaires. Ils sont compétents, ils savent faire, mais ils n'ont pas toujours le temps. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir affaire à un psychologue libéral qui va prendre une demi-journée pour faire ce genre de test. Enfin, 2, 3, 4 heures selon l'âge de l'enfant. Une fois qu'on est sûr de son coup, qu'on sait qu'on a un enfant qui ne fonctionne pas tout à fait sur le standard moyen, sur le système scolaire moyen, il faut envisager des solutions particulières qui lui soient adaptées. Alors il y a toutes sortes de solutions, toujours pour le maintenir éveillé et éviter de lui faire perdre son temps. Parce que si c'est un enfant qui n'a besoin que d'une demi-journée de cours par jour et qu'on lui impose une journée de cours par jour, forcément, il y a un moment où il va y avoir un problème. Donc on peut envisager des sauts de classe, on peut envisager une pédagogie différenciée. Et tout ça, ça se gère pas toujours très facilement dans les écoles traditionnelles. C'est pourquoi le département de l'éducation spécialisée, l'éducation nationale, qui s'appelle ASH et qui est basé à l'ancienne école normale, se préoccupe de trouver des solutions pour que ces enfants-là puissent avoir une scolarité harmonieuse et efficace.
Donc l'équipe justement est constituée notamment d'une psychologue qui est la référente sur les hauts potentiels, qui est vraiment une interlocutrice que les parents ne doivent pas hésiter à solliciter parce qu'elle connaît bien la problématique et elle peut justement intervenir parce que parfois il y a des enfants où on le découvre au décours d'une situation très compliquée parce que de mémoire je crois qu'il y a dans cette population d'enfants 40% d'échecs scolaires déterminés au niveau de l'école, du collège si ma mémoire ne me fait pas défaut et du coup il faut se dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de situation désespérée, il y a des solutions, faut-il encore aller les chercher et les rencontrer? Alors sur les pourcentages, bon, la recherche est toujours en cours, donc il y a des polémiques, hein. Je ne donnerai pas de pourcentage pour ne pas faire d'erreur, mais manifestement, effectivement, entre les élèves qui se mettent au ralenti au collège, ceux qui quittent le collège parce qu'ils ne supportent pas, et ceux qui choisissent une autre orientation, je veux dire, sans quitter forcément l'école, mais une orientation qui ne leur correspond pas vraiment, on a effectivement un taux d'échec qui est assez préoccupant. Alors, tu l'as dit, hein, l'ASH, qui est le département éducation spécialisée de l'éducation nationale, c'est un département qu'on peut contacter. Donc, il faut chercher sur le site de la DG2E, la Direction générale de l'enseignement et de l'éducation, si je ne me trompe pas, pour trouver les coordonnées. Et il y a effectivement une psychologue qui s'appelle Fanny Vieille-Blanchard, qui est très préoccupée de ces questions-là et qui sait quoi faire. Alors, on va revenir à des choses beaucoup plus concrètes. C'est justement les rencontres qui sont organisées par l'association, qui a d'ailleurs une page Facebook qui est documentée avec des messageries et voilà, une équipe qui est derrière pour répondre aux messages, aux préoccupations des parents. Donc, quand vous faites des réunions comme ce pique-nique qui aura lieu le 9 mars, je pense que c'est important d'expliquer que c'est vraiment un moment d'échange et puis pour les enfants c'est vraiment un moment aussi pour les rassurer parce que même s'ils sont un peu différents, ils ne sont pas tout seuls. Oui, tout à fait, hein. Donc ce pique-nique du 9 mars aura lieu au jardin de Paufey, hein. On remercie le service des parcs et jardins qui nous prête régulièrement une pergola pour ça. Ça permet aux enfants de jouer sur les petites attractions pour enfants qui sont en face et ça leur permet de se dire mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas un extraterrestre, il y en a d'autres des comme moi et je vois qu'eux, ils travaillent à l'école, donc il faut que je m'y mette aussi parce que c'est pas toujours si facile quand on avance. Donc on disait c'est des enfants qui ont besoin de se rencontrer, qui ont besoin d'être accompagnés. Et je voudrais vraiment lancer à titre personnel un appel pour les parents qui, comme tu disais, par timidité, parce qu'il y a vraiment à chaque fois qu'il y a ces rencontres une sous-représentation de la population tahitienne. Et je me rappelle d'une émission radio où il y avait une maman qui avait appelé parce que justement, et elle disait quelque chose de très fort, moi qui m'avait marqué, j'ai vraiment pas oublié cette interview, où elle disait qu'elle avait honte. Parce que ça les différenciait. Et en fin de compte, je voudrais que tu expliques justement qu'à ne pas les accompagner, ces enfants, on les laisse quand même dans une souffrance et dans un désarroi. Oui, oui, complètement, hein. Donc cette souffrance et ce désarroi, si on fait rien, chez les garçons, ça se transforme en agressivité vis-à-vis de l'extérieur le plus souvent. Et chez les filles, ça se transforme en agressivité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elles s'autodétruisent quand même quelque part, hein. Alors, dans une société où il n'est pas de bon ton de se plaindre, où il n'est pas de bon ton de se faire remarquer, eh ben, je suis au regret de dire que c'est ces enfants-là qui sont sans doute les plus malheureux. Je te remercie pour toutes ces précisions, Pierre-Henri. Donc, on répète, la journée du 9 mars est une journée importante. Toutes les informations sont sur la page AFEP, A-F-E-I-P, donc sur Facebook.
Donc le matin, ça sera les tests Mensa. Donc ça, c'est plutôt les adultes puisqu'il faut avoir plus de 18 ans. Voilà. Et puis après, ça sera suivi avec le pique-nique donc de l'association, les rencontres. Donc parents, si vous avez des questions, si après cette interview, vous vous posez des questions, vous dites il y a quand même beaucoup de choses qui me font penser à mon enfant, allez déjà rencontrer Pierre-Henri qui sera présent forcément, les bénévoles qui seront là pour questionner, s'intéresser aussi à la question parce que ça permet justement d'en savoir plus et peut-être d'aller faire passer les tests aux enfants. Donc je vais te laisser le micro pour le mot de la fin de cette interview. Et voilà. Bien, merci pour m'avoir permis de présenter ça. Donc c'est simple, hein. Une personne sur 20 ou une personne sur 50, ça fait quand même beaucoup. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, venez passer un test ou allez passer un test chez un professionnel. Mais dans tous les cas, venez vous renseigner. Vous verrez, il y a des gens comme vous. Merci. Merci Pierre-Henri, merci chers auditeurs d'avoir suivi cette émission. Donc surtout n'hésitez pas, hein, samedi 9 mars, tout va se passer autour du jardin du Paofaï. On remercie notre partenaire 100% LED et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous retrouverez donc cette interview sur notre page Facebook en replay avec donc la partie vidéo. Prenez soin de vous. Nana à tous.